Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une forme d'hyperactivité du cerveau qui n'est pas encore très diagnostiquée, bien qu'on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a quand même eu une avancée considérable. C'est vrai que ma grand-mère me dit d'ailleurs toujours « nos enfants à nous à l'époque n'avaient pas de problème ». Moi je dirais plutôt que les enfants à l'époque n'étaient pas diagnostiqués, contrairement à aujourd'hui où de plus en plus on arrive à diagnostiquer un enfant. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va lui coller une étiquette ou d'une anormalité au front, mais ça va être des pistes qui vont nous apprendre à cerner son tempérament, comment est-ce qu'il fonctionne, et pourquoi pas lui mettre à disposition des adaptations, de sorte à ce que son évolution soit la plus douce et la plus respectueuse de sa personne possible. Si jamais le sujet de cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'est une façon de soutenir mes recherches, de soutenir mon travail et ma bonne humeur. Alors j'ai toujours été une grande adepte d'une des citations de Socrate qui est « connais-toi toi-même ». Parce qu'en effet, je trouve que plus on fait de l'introspection, plus on se remet en question, plus on essaye de se comprendre et par conséquent de se corriger aussi, plus on arrive en fait à avoir accès à une vie harmonieuse. Donc le symptôme psychopathologique dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle la tachypsychie. Je crois qu'on dit tachypsychie. Donc c'est un mot qui vient du grec et qui veut simplement dire pensée rapide. Et ça va être un des nombreux symptômes que l'on peut déceler, identifier dans les TDAH, qui sont des troubles du comportement avec ou sans hyperactivité, qui sont eux-mêmes bien souvent rattachés à des individus dits HPI, c'est-à-dire à haut potentiel intellectuel. D'ailleurs, ça fait des années qu'on me demande, qu'on me réclame d'aborder le sujet du haut potentiel, de savoir de quelle manière est-ce que ça s'est manifesté chez moi, comment est-ce qu'on l'a appris, de rentrer dans les détails et d'en parler au quotidien, mais en toute franchise, en toute transparence, je pense que j'ai mes limites sur ce sujet, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté d'écrire la vidéo, à chaque fois même que j'ai tenté de filmer et que je passais à la phase montage, je trouvais que j'étais encore bien trop sensible, bien trop agressive sur le sujet. Je vis assez mal en fait d'avoir une réflexion qui se pousse toujours trop loin, d'avoir un cerveau qui est en activité permanente. Donc je m'étais dit que plutôt que de parler de l'HPI, et en plus de ça je ne maîtrise pas trop le sujet par rapport plutôt à la tachypsychie que j'ai un petit peu mieux compris et qui à mon avis, sans coller les étiquettes de toi t'es HP, toi t'es pas HP, et de créer inutilement une guéguerre en commentaire, je pense que le syndrome de la tachypsychie peut vraiment être appliqué à n'importe quel type de profil et vous nous direz d'ailleurs en commentaire si vous pensez vous reconnaître dedans ou non. Alors je suis avec mes notes. D'après Passeport Santé, que vous connaissez, c'est un site internet qui est quand même assez bien je trouve en termes de sources et de recherches, nous dit que la tachypsychie correspond à un déroulement anormalement rapide de la pensée et des associations d'idées. Elle peut être à l'origine de troubles de l'attention et de difficultés pour s'organiser. En ce qui me concerne, c'est déjà clairement exprimé. Effectivement, je suis très régulièrement assaillie, harcelée par des pensées vraiment puissantes, des pensées beaucoup trop profondes même des fois. Je me questionne sur la vie, je me questionne sur l'existence, je me questionne sur la substance, les molécules. J'établis différentes sortes d'hypothèses, mais qui vont bien trop loin, qu'à chaque fois que j'essaye d'aborder le sujet avec une personne un petit peu plus stabilisée au niveau de ses réflexions, a toujours tendance à penser que je réfléchis en fait comme dans un film de science-fiction. Alors que pour moi ça me paraît des sujets vraiment profonds, existentiels et matériels surtout, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'être dans la science-fiction quand j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il peut bien avoir au-delà de l'univers par exemple, et que j'essaye de le comprendre en me basant par exemple sur le phénomène cyclique qu'est la nature. La nature est un cycle permanent, les choses se font, se défont, se répètent, vont et viennent, et je peux pas m'empêcher en fait d'établir des hypothèses à ce propos, mais ce n'est pas que ça, à vrai dire ça peut des fois même aller bien plus loin que ça. Et la construction de ces pensées sont très anarchiques, c'est-à-dire que vous allez penser très fort à une thématique, à un sujet, et il va suffire d'un détail pour que vous allez vous disperser sur une autre branche. Et en vérité, votre cerveau va s'activer sur plein de sujets différents. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi, avec des sujets voilà, qui sont un peu plus reconnus et dont on parle un peu plus, qui sont même des fois un peu trendy. Je fais notamment référence à la charge mentale, donc évidemment je ne veux pas contrarier le fait que oui, les femmes ont une charge mentale qui est immense. Il existe aussi des hommes qui ont des charges mentales pas possibles quand ils sont seuls à devoir tout gérer dans une maison et dans une vie même, au sens le plus large. Donc c'est à mon sens des fois peut-être une façon erronée de se dire je subis la charge mentale, sous-entendu c'est votre faute la famille, c'est votre faute l'entourage, alors que des fois il peut s'agir justement de tachypsychie
Et à ce moment-là, le problème ce n'est pas les autres, le problème ce n'est pas à cause de vous non plus, mais ça se passe là. Donc avant de créer des guerres dans vos familles et dans vos foyers, essayez plutôt de vraiment réfléchir, voire même de consulter en expliquant clairement la façon dont vous fonctionnez, et il se pourrait qu'on décèle chez vous un TDAH, donc un trouble de l'hyperactivité entre autres aussi, mais ça se manifestera pas par des mouvements physiques comme les enfants qui sont hyperactifs, mais ça se manifestera à ce moment-là par une hyperactivité cérébrale. Donc pour donner un petit peu plus de matière et d'explication sur ce que l'on ressent quand on est atteint d'hyperactivité cérébrale, appelons ça comme ça, c'est peut-être plus simple. En fait, vous allez avoir 1 millier de pensées du coup qui vont vous traverser l'esprit. Ces pensées vont être particulièrement bruyantes. C'est pas juste comme une idée ou comme quelque chose que vous vous remémorez. Ah oui, je me souviens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ce sont des idées en général, ça, qui se balayent vite. Le genre de pensées dont je parle là actuellement, ce sont des pensées vraiment bruyantes, des pensées tenaces. Elles sont omniprésentes et elles peuvent souvent d'ailleurs vous pousser à être assez irritable ou être assez désagréable avec votre entourage. Et oui, on peut se ressentir comme étant une très gentille personne, mais parfois avoir des attitudes qui ne nous ressemblent pas, simplement par le fait qu'on se sente assailli de stimuli. Moi, à la maison, il m'est déjà bien souvent arrivé, et ça continue de m'arriver d'ailleurs, d'être plongée dans ma cuisine. Il n'y a pas forcément de bruit autour de moi, mais il va suffire que j'entende quelqu'un qui vienne à côté de mes oreilles, qui fasse du bruit avec une veste, qui va frotter très fort, ou qui va se mettre à tousser pendant longtemps, ou à éternuer pendant longtemps, ou quelqu'un qui va parler pendant un certain temps aussi. En fait, c'est le bruit de trop par rapport à ce que j'accumule déjà dans ma boîte crânienne. Et bien souvent, ça m'arrive de m'agacer et de dire « Mais arrête !» ou alors « Va là-bas, laisse-moi, purée, laissez-moi !» Parce que ce qu'il en découle également, c'est un besoin d'isolement. Voilà, parce que dans l'isolement au moins, on a le contrôle sur ces pensées bruyantes. Alors il faut surtout pas confondre les pensées bruyantes avec de la schizophrénie, parce que ça n'a rien à voir. La voix que tu entends dans ta tête ou les pensées que tu entends, c'est toi. C'est toi en fait, voilà. Ce ne sont pas des voix étrangères ou ce ne sont pas des voix qui me disent de faire ce que je dois faire ou qui me poussent à faire des choses. Pas du tout. Ce sont juste en fait des théories. C'est comme si je parlais avec ma propre voix à voix haute dans ma tête. Et je m'entends dire tout haut ce que je pense tout bas. Dans la définition de Post Sport Santé, on a vu rapidement qu'ils évoquaient une difficulté d'organisation. Alors, je vais peut-être en surprendre ceux qui sont le plus fidèles à mon contenu, même sur les réseaux sociaux, je vais vous étonner, mais c'est complètement vrai. Dites-vous que moi, si vous m'ôtez mes post-it, vous m'ôtez mes feuilles, vous m'ôtez mes carnets, vous m'ôtez mes classeurs, vous m'ôtez tout ce qui peut me servir à écrire mes notes pour me vider l'esprit, je suis capable de ne plus vivre et d'être léthargique. Ça, je vais le développer dans quelques instants. Vous allez voir à quel point, en fait, ce symptôme et ce trouble peut s'avérer vraiment paralysant. Et je suis sûre, encore une fois, que certains d'entre vous se reconnaîtront là-dedans sans pour autant savoir que ça pouvait porter un nom. Parce qu'encore une fois, souvent les proches disent « Oh, t'es fainéant, t'as pas de volonté, tu bouges pas, mais regarde-toi ». Sauf qu'en réalité, ça n'a strictement rien à voir avec de la fainéantise. Pour illustrer un petit peu aussi le manque d'organisation, je vais vous donner un exemple concret. Bon, je vais être chez moi, je vais savoir qu'il y a 1000 choses à faire, je sais que la salle de bain a besoin d'être lavée, rangée, je sais que le linge a besoin d'être plié, repassé, plié, rangé, je sais que les enfants ont besoin d'un gâteau pour l'école, je sais que je dois aller rendre visite à droite, à gauche, je sais que j'ai des colis à envoyer de Vinted, je sais matériellement ce que j'ai à faire, mais si je ne prends pas le temps de tout noter, de tout structurer, de dire je commence à telle heure par ceci, puis ensuite je fais cela, pour finir à telle heure en me mettant une limite, et bien très sincèrement, je n'exploite pas correctement mes journées, je ne sais pas gérer mon temps correctement. Il va m'arriver de savoir le faire, mais ce sera pas régulier. Je vais avoir des journées où oui, je serai capable de le faire parce que j'aurai vraiment investi ma concentration dans cette journée spécifiquement, mais je serai pas capable ensuite d'enchaîner tous les jours la même chose. Et pourquoi ? Simplement parce que les idées dans ma tête sont anarchiques, c'est le bazar, tout est mis en bazar. C'est comme si on tirait une caisse remplie de papier et qu'on s'était amusé à la renverser dans ma tête comme ça et que ça fait plein de feuilles volantes. Et quand je prends une feuille, quand je prends un agenda, quand je prends un planificateur, un classeur, en fait, tous ces papiers, je fais la petite secrétaire et je m'amuse à re-ranger tous ces papiers. Le problème, c'est que c'est tous les jours
qu'on met un coup de pied dans la caisse où il y a tous les papiers là-dedans. Toujours d'après Passeport Santé, je lis donc que cet afflux d'idées va créer une surexcitation. Et oui, et c'est en ça qu'on parle du coup d'hyperactivité. Dans mon cas, une fois encore, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en êtes témoins, je fais pas mal d'insomnie, que je règle tant bien que mal avec cette petite chose que vous connaissez par cœur aussi sur Instagram, que je vous montre assez souvent. Mais il y a des soirs où quand je me couche, d'un coup une idée surgit, mais une idée d'une puissance qu'elle va annihiler complètement mon besoin de dormir. Elle me coupe le sommeil en un instant et je vais ressentir une très forte agitation, une très forte excitation. Et bien souvent, ben voilà, il est 2h ou 3h du matin, je quitte la chambre à coucher, je descends au salon et jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin, voire même la nuit suivante, je vais rester éveillée à écrire et faire des choses productives, organisées. Un soir, il m'est même arrivé de ne faire que de l'agenda, c'est-à-dire de dire lundi, il faut que tu fasses ça, mardi, tu vas faire ça, ça, tu vas le mettre plutôt sur un autre jour, etc., etc. Et je ne fais que ça. Il y a même des moments où l'excitation de mes idées est telle que je vais ressentir comme des palpitations. J'ai l'impression que mon cœur bat plus vite, j'ai l'impression que ma respiration est plus rapide et je sens comme une sorte de vibration, mais pas perceptible. C'est-à-dire que je vais mettre les mains droites, ça va pas trembler, mais à l'intérieur de mon corps entier, je vais sentir comme une légère vibration, vous voyez, comme si j'avais abusé du café. Donc maintenant, on va reprendre les notes, cette fois-ci pour parler des symptômes qui vont s'associer du coup à la tachypsychie. Parce que même si la tachypsychie est un syndrome à proprement parler, c'est un syndrome avec des sous-catégories. Donc on va en parler un petit peu. Et toujours d'après mon expérience, je vais vous dire si pour mon cas, je me reconnais là-dedans ou non. Donc parmi les symptômes, une véritable fuite des idées, c'est un afflux excessif d'idées. Donc ça, on vient tout juste d'en parler et je valide. Une expansion de la conscience. Ça, c'est très intéressant, vous savez, parce que je vous l'ai dit avec mes pensées, par exemple, mes théories sur l'univers, mon besoin de comprendre le monde, pas juste de me cantonner à la planète Terre. J'ai vraiment besoin de comprendre l'univers et des fois, je réalise qu'en fait, je suis une poussière, mais qui arrive à penser, à chercher à comprendre ce qui se trame à des milliards d'années-lumière de chez moi et je ne reste tout simplement pas à ma place. Donc je pense que c'est ce qu'il cherche à dire par une expansion de la conscience. Il poursuit en disant que chaque image, chaque idée dont l'enchaînement est très rapide, enchaîne une kyrielle de réminiscence et d'évocation. Bon, c'est-à-dire en gros, c'est un rappel de souvenir aussi qui est permanent. Alors là, pour le coup, je peux absolument pas contredire. Certains pourraient même vulgariser la chose en disant « tu vis dans le passé ». D'ailleurs comme si c'était péjoratif. Alors que moi plutôt je pense que le passé est quelque chose de très important pour justement bien vivre le présent et préparer le futur. Parce que ce sont des événements qui se sont déjà produits, donc qui nous ont déjà normalement procuré un enseignement et on ne peut pas ignorer le passé si on veut avoir un bon présent et un bon avenir d'après moi. Ensuite, une extrême rapidité du cours de la pensée ou racing thoughts. Et oui c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. J'irais même jusqu'à dire que tout à l'heure, je vous parlais de mon agacement des fois d'être parmi des gens qui ne pensent pas de la même manière que moi, qui n'ont pas le même cerveau que moi. Et c'est vrai que je m'agace bien souvent de me dire, mais j'ai l'impression que moi j'ai les idées qui me viennent de suite. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui marche pas, ben, tout de suite, je peux rebondir, tout de suite j'ai un plan B, tout de suite j'ai une autre idée. Et des fois, je remarque que chez les gens, c'est un peu plus lent. Donc il m'arrive vraiment de manquer de tolérance, que ce soit intérieurement ou que je l'exprime extérieurement, parce que je supporte pas en fait que les gens ne soient pas capables de voir les choses clairement comme je peux les voir moi sur l'instant. Mais encore une fois, je dis ça, ne pensez pas que je suis meilleure que vous, bien au contraire, c'est un handicap, c'est hyper handicapant. Moi j'envie énormément les personnes qui n'ont pas à s'encombrer de tous ces troubles de TDAH. Donc voilà, je suis pas du tout en train de dire que parce que je réfléchis plus vite, parce que j'ai des idées qui me viennent instantanément, je suis meilleure que vous, ce serait mentir. Mais c'est vrai que voilà, on peut parfois être poussé à se dire mais il est bête ou quoi? Pourquoi il voit pas? Pourquoi il voit pas? Pourquoi moi, justement qui ne vaut pas mieux que lui, pourquoi moi je verrai les choses et lui ne les voit pas? Sauf qu'en vérité, c'est un tort de croire qu'on pense tous pareil, on ne pense pas tous de la même manière. Ensuite, il y a des jeux de mots et coq à l'âne répétés. C'est-à-dire des sauts de transition d'un sujet à un autre sans raison apparente. Je suis la spécialiste de ça. C'est-à-dire que je vais parler d'un sujet et en parlant d'un sujet va me venir une image ou un mot qui va me déclencher
une autre idée, comme un signal rapide. Et à ce moment-là, je vais me sentir obligée de vite aborder cet autre sujet parce que il en est ainsi et c'est typique en fait d'une façon de réfléchir mais sans structure. On continue avec une impression de tête pleine de pensées qui se bouscule ou crowd thought. Et c'est sans doute le point qui me parle le plus, pour être tout à fait franche. Parce que oui, je n'en peux plus de réfléchir. Je vous assure que parfois, j'ai vraiment l'impression que je vis un marathon au quotidien. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça en disant que des fois, vous pouvez être carrément paralysé par le fait de justement ne pas être capable de bouger tellement que vous avez beaucoup de choses à faire mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous n'avez pas la structure. Et ben, petite, ma mère me disait que j'étais fainéante, que je ne faisais rien et compagnie, que j'étais tout le temps fatiguée, etc. Alors qu'elle considérait que j'avais pas fait grand chose physiquement. Et oui, parce qu'on a toujours tendance à apporter plus de crédit, vous remarquerez, à la fatigue physique plutôt qu'à la fatigue mentale. Mais il est à noter qu'un cerveau, on va dire normal, on va l'appeler normal, classique, va consommer 350 calories pour réfléchir normalement lors d'une journée. Normalement signifie qu'il va y avoir des moments de repos, de calme, il va y avoir des moments de stimulation, de concentration qui vont consommer un peu plus de calories, enfin bon, je pense que vous avez compris, et le tout fait une moyenne qui se situe aux alentours de 350. 350 calories de brûlées rien qu'en réfléchissant sur une journée, il faut savoir que ça correspond à une demi-heure de corde à sauter, pour vous rendre compte de l'effort, et ça c'est pour un cerveau qui va réfléchir normalement. Donc essayez d'imaginer un cerveau qui réfléchit 2 à 3 fois plus vite. C'est un épuisement. C'est un épuisement. Je vous garantis que c'est un épuisement. D'autant plus que même une personne qui va avoir ces moments de concentration intense va avoir l'avantage par rapport aux personnes atteintes de ce TDAH en fait, de savoir se déconnecter, vont savoir couper avec leur cerveau, ils vont savoir se détendre, ils vont savoir faire autre chose. Tandis que la personne qui est complètement harcelée par ses pensées n'a pas de répit, c'est-à-dire que c'est au contraire même dans le moment où elle essaye de se détendre et de se relaxer, qu'elle va se mettre à penser, penser, penser et réfléchir. Je crois que c'est pour ça la réflexion qu'à ce jour, il n'y a que la ASMR finalement qui réussissent véritablement à me faire, entre guillemets, lâcher prise parce que c'est une forme un peu hypnotique. Moi j'aime pas aller voir les hypnotiseurs et les trucs comme ça parce que me retrouver face à une personne, je ne lâche pas. Tandis que quand je me retrouve seule avec mes vidéos et que j'ai le contrôle de la situation, j'arrive à me détendre, j'arrive à me relaxer, à me relâcher et du coup, il m'arrive de ne plus du tout penser quand je regarde mes vidéos, quoi. Ensuite, une production écrite souvent importante mais graphiquement illisible, ça s'appelle la graphorrhée. Eh bien oui, encore une fois, c'est tout à fait vrai. Alors je sais écrire comme n'importe lequel d'entre nous, j'ai mon écriture propre, que j'emploie pour les documents importants ou pour les mises au propre, les choses officielles. Et il y a mon écriture du quotidien, c'est-à-dire que quand il faut que je note vite des informations sur un papier, eh ben, je les écris à la vitesse que je les pense. Et ça se voit très clairement sur le papier, c'est des écritures que seul moi peux déchiffrer et encore même il y a des fois où je ne sais pas me relire. Des thèmes de discours nombreux, mais pauvres et superficiels. Ce symptôme est souvent associé à d'autres symptômes. Donc je vais les enchaîner après, je voudrais juste rebondir sur ça. Je pense que j'ai peut-être mal compris la tournure en fait de ce qu'ils ont cherché à dire, mais moi je ne me retrouve pas trop là-dedans parce que j'ai pas l'impression de parler superficiellement. Au contraire, comme je vous l'ai expliqué en tout début de vidéo, je suis quelqu'un qui va justement trop dans les détails, je vais trop dans les coins, j'essaye trop de... C'est trop. Voilà, justement c'est trop, donc j'arrive pas à savoir comment je peux être dans la superficialité en étant dans le trop. Donc sur ça, je n'ai pas l'impression de me reconnaître. Mais il y a un développement, donc on va voir ce qu'il en est. Donc au niveau du développement, ils disent une logorrhée, c'est-à-dire un débit verbal anormalement élevé et épuisant. Mais oui, c'est vrai. Je pense que vous l'avez remarqué, je parle très rapidement. Mais ça encore, c'est pas vraiment par rapport à ce qui se passe dans ma tête. Je sais parler posément. C'est juste que là, je sais que à une époque, j'avais une caméra qui se coupait toutes les 30 minutes. Donc j'ai gardé ce réflexe de parler vite pour en caser un maximum en un minimum de temps et ne pas me faire interrompre. Mais cela dit, excepté ce fait, c'est vrai que quand je fais des messages vocaux sur WhatsApp, plutôt que d'utiliser 1 ou 2 minutes d'enregistrement pour expliquer quelque chose, non. Moi, mes vocaux vont durer 7, 8, 9, 10 minutes parce que je vais détailler énormément
beaucoup argumenté, beaucoup détaillé. J'ai une mémoire hallucinante, je me rappelle de tout. Je peux me rappeler d'une conversation au dialogue près, au mot près, à la formule près. Je me rappelle de la position des gens, je me rappelle même de la façon dont ils bougent, la façon dont ils ont eu des expressions sur leur visage. En fait, je ne vois pas que la conversation, je vois tout ce qu'il y a autour, en plus. Donc tout ça, ce sont des informations, et ce sont des informations qui comptent pour moi. Donc quand je raconte, j'ai tendance à les inclure dans mes explications, alors que pour une personne normale, c'est considéré comme superficiel. Ah, peut-être qu'on est dans ça, alors vous appelez ça superficiel, ok. Ensuite, une tachyphémie, c'est-à-dire un débit précipité et parfois incohérent. Oui, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que mon vocabulaire a ses limites. Voilà, par rapport à mes pensées qui, elles, sont illimitées, mon verbal n'arrive pas à atteindre le niveau de ma réflexion de temps en temps. Et quand je vais vouloir exprimer à quelqu'un les choses comme je les pense réellement, je vais m'embarquer dans un charabia incompréhensible duquel je vais chercher à me dépêtrer, mais ce n'est pas toujours évident, donc parfois je creuse, je me rends compte que je creuse, mais j'ai toujours cet espoir en fait de creuser vers le haut au bout d'un moment et de rejaillir la surface. Donc oui, ça peut donner suite à des incohérences, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ensuite, une ekmnésie, c'est-à-dire l'émergence de souvenirs anciens revécus comme une expérience actuelle. Oui, c'est vrai, on va dire que je me laisse facilement distraire par des pensées du passé, tout en empêchant les souvenirs du présent se fixer. Bien qu'encore, je pense ne pas être trop impactée par ça. On va dire que si par exemple je pars en vacances, je vais profiter de l'instant en vacances d'une certaine manière. Je vais aimer mes vacances. Mais quand je reverrai les photos l'année plus tard, c'est là en fait que je vais ressentir tout le sentiment et toute l'émotion. Ça va pas forcément être sur le moment. Sur le moment, je vais me régaler, mais je me régalerai encore plus en fait une année plus tard quand je me rebasculerai dans le passé. Donc je vous ai fait référence au fait que la tachypsychie pouvait justement vous paralyser, et c'est maintenant que je vais expliquer et développer un petit peu ce point. La raison à tout ça, c'est que parfois l'activité cérébrale est tellement intense qu'elle peut nous empêcher de passer à l'action. Et ça, je l'ai complètement subi, complètement expérimenté. Et je pensais même que je faisais une dépression. Alors je ne l'exclus pas à 100%, je pense que peut-être il y avait un peu de dépression là-dedans. Mais dans tous les cas, c'est assez proche, parce que le fait d'être paralysé comme ça, alors qu'on a envie de faire les choses, vraiment on le veut, mais notre corps ne bouge pas et n'avance pas, parce que notre cerveau en fait agit à ce moment-là comme un bracelet électronique. Il nous empêche de nous lever, il nous empêche d'agir, et ça va entraîner forcément une frustration à la personne qui le subit, qui peut découler peut-être, voilà, à ce moment-là sur une dépression. Mais il faut toujours essayer de comprendre et de chercher le pourquoi de la dépression. C'est pas toujours la situation familiale ou la situation environnementale qui te pousse à ça. Des fois, c'est juste un trouble. C'est des fois une réponse très simple, mais une piste que tu n'as jamais eu idée d'explorer. Donc voilà, pour mon cas, je suis restée, et j'ai honte et je suis triste de me dire que j'ai perdu ces années-là, mais je suis facilement restée 5 ans de ma vie, tous les jours à m'allonger sur un canapé et à faire 2 à 3 siestes par jour, parce que je n'étais que dans ma tête, et c'est là que ce n'est pas bon, je n'étais que dans ma tête en fait à planifier le futur, ma vie de rêve, ma vie rêvée. Et du coup j'étais dans ce futur en me disant allez, tout ce qui se passe maintenant ça ne compte pas, tout ce qui va compter en fait ce sera le but atteint, ce sera le jour où tu auras atteint ta vie de rêve. Et pour moi le palier de ma vie de rêve en fait commence au fait d'être propriétaire d'une maison. J'ai attendu ça pendant des années et je n'ai pas été capable de vivre en fait mon présent, parce que pour moi il n'avait pas de valeur. Pour moi ce qui avait de la valeur c'était le futur. Donc voilà, c'est cette espèce d'idéalisation du futur ou d'un moment dans le futur, de quelque chose qu'on souhaiterait atteindre. Enfin, à un moment donné, on a tous des buts, mais c'est pas parce qu'on a des buts et des objectifs en fait qu'on s'empêche de vivre ou qu'on s'empêche d'être heureux à ce moment-là, dans le présent. Eh ben moi, oui, et toutes les personnes atteintes de ce trouble le sont aussi. Dites-vous bien qu'il m'est déjà aussi arrivé d'acheter des objets que je trouvais très beaux mais que je trouvais pas dignes de mon présent, que je ne trouvais dignes que du futur, et je savais très bien que ces objets, si je les mettais en l'état dans ma vie au présent, j'allais m'y habituer, j'allais les détester au bout d'un moment, et j'allais être incapable de ramener ces vieilleries, ces choses de mon présent dans mon but sacralisé du futur.
c'est un trouble maniaque, on peut dire, voilà, c'est ça la manie, c'est le fait de faire des fixettes et des manies. Donc là j'ai sous les yeux un schéma que je vous inclurai très certainement dans la vidéo, qui est la figure 6 d'un TDAH, qui est vraiment représentatif de ce que je vous explique là, par rapport au fait justement qu'on peut se retrouver comme figé dans notre corps à cause de notre cerveau. Concernant cette activité cérébrale très très importante, les scientifiques considèrent ça, eux, comme un grésillement de fond permanent. Voilà, un bruit parasitaire permanent qui va bourdonner dans votre cerveau et qui va vous empêcher de vous concentrer des fois parce que vous êtes en permanence distrait par vous-même. Après, il ne faut pas hésiter aussi à demander plusieurs avis et à mettre les spécialistes sur la piste parce que je trouve que pour avoir consulté beaucoup de médecins mais dans différents domaines, bien souvent on ne s'arrête qu'à la surface des choses les plus courantes. Et c'est assez rare en fait que du premier coup ils mettent le doigt sur la juste pathologie ou sur le juste mal en fait qui vous ronge. Et là où c'est intéressant si jamais vous consultez et qu'on peut enfin nommer ce que vous avez, c'est que ça met déjà un énorme coup à votre trouble de manie, à votre trouble maniaque si vous en avez un comme c'est aussi mon cas. Parce que moi, tant que je n'ai pas une réponse à mes questions, en fait je ne lâche pas le morceau. C'est comme la concrétisation d'un rêve. Quand j'ai un rêve, il est hors de question que je l'abandonne en fait. C'est une obsession, je suis obsessionnelle. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je n'en démords pas, même si tout le monde autour de moi considère que ce n'est pas faisable ou que c'est trop tard ou que c'est irréalisable. Et bien là c'est pareil, quand j'ai une obsession, je dis il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, dès lors qu'enfin j'obtiens la réponse, eh ben ok, énigme résolue, le cerveau il lâche tout seul et je le vis beaucoup mieux. Ah ouf! Je crois qu'elle a été prise de tête cette vidéo parce que je peux vous jurer que même moi je me suis fatiguée. Je ressens la grosse fatigue du déballage, mais c'est une vidéo qui je pense était nécessaire pour moi, pour peut-être d'autres. Désolée si elle fut un peu longue, mais je pouvais pas la synthétiser davantage. Si vous vous êtes reconnu dedans, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Laissez-moi également un like, un abonnement, une petite clochette si jamais vous voulez me soutenir. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!